générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue et surtout bienvenue au docteur Ethan Chikli. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors vous êtes là parce que vous êtes le directeur d'une association, peut-être pas très connue chez les francophones, mais pourtant d'importance. C'est une association qui s'appelle Tali et vous la dirigez depuis 25 ans. Alors juste pour faire un petit retour arrière, est-ce que vous pouvez nous raconter, bien que vous n'étiez pas là à l'époque, comment et pourquoi Tali a été créée en Israël ? Oui, alors premièrement, mettons les choses au clair. Tali en hébreu est l'acronyme du mot Tikbour Limudei Yadut, qui veut dire renforcement des études juives. Ce système éducatif a été créé par des juifs américains en 1976. Des gens venus des États-Unis qui ont fait leur alia après la guerre de Kippour et qui cherchaient un système éducatif semblable à ce qu'ils avaient aux États-Unis. Ils avaient devant eux l'image d'un système éducatif qui s'appelle les écoles Salomon Scherter, très prestigieuses, de très très haute qualité, qui amenaient leurs enfants, après 8 ans d'études, à connaître l'hébreu parfaitement, des connaissances juives de haute qualité qui les préparaient ensuite aux meilleures écoles et aux meilleurs collèges d'Amérique. Lorsqu'ils sont arrivés en Israël, on leur a suggéré d'aller ou dans le système public religieux, ou dans le système qu'on appelle en hébreu Mamlarti Dati, ou dans le Mamlarti laïque. Et à leur grande détresse, ils ont ressenti qu'aucun de ces systèmes éducatifs ne servait leurs besoins tels qu'ils les comprenaient. Ces gens-là voulaient donner à leurs enfants une éducation juive significative d'un côté, mais d'un autre côté, c'était des gens qui venaient avec un judaïsme libéral, et ils les attendaient de l'éducation juive qu'elle soit ouverte, pluraliste, humaniste, et qui ressemblait au judaïsme auquel ils étaient habitués. Et cette éducation juive, ils ne la retrouvaient pas en Israël. Le système éducatif laïque, à l'époque, était complètement vide de contenu juif. En hébreu, c'est toujours le cas aujourd'hui ou pas ? Non, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis, mais à l'époque, on utilisait l'image, on disait c'est le grand saut du Tanakh au Palmar, de la Bible à l'histoire moderne de l'État d'Israël, lorsque l'on ignorait totalement tout ce que le peuple juif avait créé au niveau de sa culture et de sa spiritualité pendant presque 2000 ans. Ça veut dire, dans le système éducatif laïque, on n'enseignait pas le livre de prière, on n'enseignait pas la Mishnah, on n'enseignait pas le Talmud, on n'enseignait pas... C'était laïque, C'était complètement laïque. Okay. Et ça, c'était à leurs yeux très insuffisant. D'un autre côté, le système religieux était à leurs yeux trop fermé, trop orthodoxe. Quand vous parlez du système religieux, du Mamlarti Dati ou du système orthodoxe, qui n'était pas très développé à l'époque ? Non, je parle du système Mamlarti Dati, je ne parle pas des écoles privées qu'on appelle le Chinuch Atzma'i, qui est autre chose. Je parle uniquement de l'éducation publique en Israël. D'accord. Et donc, face à cette détresse, ils ont dit, au lieu d'insulter l'obscurité, allumons la lumière. Et ils ont pris donc l'initiative de créer... en 1976, une tentative en fait. Ils ont envoyé 15 enfants dans une classe incubatrice, dans une école au nord de Jérusalem, dans la Givat Sarfatit. Cette école-là, cette tentative a eu beaucoup de succès la première année. La seconde année, il y avait près de 60 enfants qui se sont joints à cette initiative. 2 ans plus tard, il y avait déjà des centaines de parents qui voulaient se joindre à cette école. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous sommes une chaîne d'écoles qui comprend plus de 300 institutions, dont plus de 110 écoles élémentaires et 200 jardins d'enfants répandus dans tout le pays, de Kiryat Shmona à Eilat. Alors, j'imagine que lorsque Tali a jeté les bases de son avenir, ça a été perçu pas tout à fait accueilli par le ministère de l'Éducation, pas d'une façon très chaleureuse. Alors, je vais vous surprendre, mais lorsque Tali a été créé, le ministre de l'Éducation était le premier ministre de l'Éducation religieux dans l'histoire d'Israël. C'était à l'époque de Zvulun Hammer. Okay. Eh ben, je vais c'est un chouette timing. Voilà. Alors, et Zvulun Hammer était très ouvert à l'initiative des parents. Et il a donné un push, il a apporté un support total à l'initiative des parents. Il a été très prudent vis-à-vis de son public électoral, d'avoir même mise sur les contenus de ce que les parents voulaient faire. Mais d'un autre côté, il a renforcé les bases
de notre système éducatif. Et en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, Tali a une grande dette à l'égard du support que le Premier ministre qui existait à l'époque de Tali leur a apporté. Zvouloun Hammer était un grand supporter de Tali. Par la suite, Tali a été en fait ignoré d'énormément ministres de l'éducation parce qu'en fait, le public israélien n'était pas ouvert à accepter un renforcement des études juives dans le système scolaire. Pendant plus de 15 ans, avec tous les efforts de Zvouloun Hammer et de son équipe, il n'avait pas réussi à créer plus de 15 écoles dans tout le pays, ce qui était très très limité. Alors le boom de Tali, il est arrivé à quelle période? Il est arrivé plus ou moins les 15 dernières années, lorsque nous nous sommes ouverts de façon beaucoup plus déclarée au public laïque. Ça veut dire les premières écoles Tali étaient en fait très religieuses dans leur façon de travailler. La prière était une obligation le matin, les enfants devaient avoir une kippa lorsqu'ils étudiaient les Limoudei Kodesh, ils devaient faire des bénédictions sur la façon... C'était une éducation religieuse, ouverte mais foncièrement religieuse. Et nous avons compris qu'en fait, si nous voulions attirer le public général, il fallait peut-être être plus ouvert et laisser plus de flexibilité à la communauté de décider quelle forme de religiosité on permettrait dans les écoles Tali. Ça veut dire que nous sommes passés d'un système un peu rigide à une approche beaucoup plus community-oriented, ouvert aux besoins de la communauté. Mm-hmm. Vous êtes adapté à votre public. Voilà, nous sommes de plus en plus... Parce qu'il faut préciser, vous ne l'avez pas dit, mais votre but, en tout cas votre action, elle est surtout focalisée sur les écoles laïques, ça veut dire dans le système Memlarti. Tout à fait, nous travaillons uniquement dans le système laïque et notre but déclaré, officiel. Même pas peur. Comment? Même pas peur. Oui, mais tout à fait. Et de réconcilier le public israélien avec sa tradition, avec son héritage culturel et spirituel. Et c'est une véritable révolution lorsqu'on sait dans quelles conditions s'est créé l'État d'Israël, quelles étaient les mentalités à l'époque. Alors, est-ce à dire que cette introduction du judaïsme dans ces systèmes, ces systèmes qui n'étaient pas prévus pour, à la base, révèle un problème d'identité? Alors... il faut être prudent dans nos propos parce que, mais ça c'est sûr, à mes yeux et aux yeux de nombreux de mes collègues qui sont des partenaires dans notre travail social et éducatif en Israël, il y a un grave problème d'identité dans la société juive israélienne laïque. L'Israélien est déconnecté de ses traditions, est déconnecté de son patrimoine culturel. On dit souvent ces dernières années qu'il y a une identité israélienne à côté d'une identité juive. Tout à fait. C'est en fait la continuité d'une idéologie qui a été l'idéologie des pionniers. Je vais utiliser des noms qui sont malheureusement souvent ignorés du public francophone, mais les précurseurs du sionisme, des penseurs comme Brenner, Berdichevski, Tchernichovski, Azaz, etc., ont essayé de créer ici l'hébreu ou le nouveau juif. Cet individu, ce nouvel homme était censé être quelque chose d'entièrement nouveau. En rupture avec leurs parents, avec le juif traditionnel. Orthodoxe. Voilà, en rupture avec la tradition, en rupture avec un judaïsme orthodoxe. Il devait parler l'hébreu, il devait être relié à sa terre, il devait être combattant, il devait être fighter, il devait cultiver la culture de son corps, etc. Quelque chose tout à fait nouveau. Il voulait créer un nouvel homme, un nouveau juif. Et pour créer ce nouvel homme, il a fallu pousser très très fort la rupture avec le passé. Et en fait, dans une certaine mesure, ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer de réduire, de rapporter sans ignorer la révolution sioniste, qui était absolument indispensable et qui est encore indispensable. Je pense que notre peuple a besoin d'un judaïsme revivifié, vital, connecté à sa terre. Il ne faut pas renoncer à la révolution sioniste, mais d'un autre côté, j'ai dit que nous essayons de créer un nouveau juif. C'est-à-dire, eux ont créé le nouveau juif et nous on essaie de créer un nouveau juif qui est rattaché à sa tradition, qui est capable d'être critique à l'égard de sa tradition, mais qui ne l'ignore pas. Alors vous avez eu, vous, personnellement, un parcours où l'éducation avait son sens. Vous êtes tombé dedans un peu par hasard, il faut bien le dire. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai.
Vous avez fait l'armée et on vous a, pendant de nombreuses années, on vous a, mis dans le département éducation, si je peux dire ainsi. Oui, j'ai été poussé, on m'a détérioré dans le monde éducatif. C'est ça qui vous a aidé à prendre conscience des gaps entre les gens, entre les générations Non, je pense que la vie en Israël, nous rencontrons toutes sortes de personnes. Et c'est vrai que lorsqu'on sert 5 ans dans le cadre de l'armée, alors nous rencontrons toutes sortes d'Israéliens. Et on comprend qu'en fait, le regard que nous avions d'Israël en France est complètement différent de la réalité. Et rencontrer en Israël, dans le seul État juif sur terre, des Israéliens tellement coupés de leur judaïsme, tellement parfois remplis je ne veux pas dire de haine, mais tellement disconnectés. Déconnectés de leur tradition. C'était douloureux. Et à un certain moment, j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Et effectivement, dans le cadre de mon service, dans le corps éducatif, j'étais ouvert à toutes ces questions et j'ai voulu continuer, oui, tout à fait. Bon, alors, aujourd'hui, il y a de nombreux projets, donc vous faites partie, on va dire, d'un mouvement, voilà, vous l'avez dit, mouvement de renouveau du judaïsme. Il y a 60 organisations, il y a une organisation parapluie qui s'appelle PANIM, qui regroupe un peu toutes ces associations. Alors, vous avez des projets avec le ministère de l'Éducation, et de plus en plus, outre les écoles, vous essayez de monter ensemble, on va dire, des formations de directeurs d'école, par exemple. Tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, depuis de nombreuses années, le ministère de l'Éducation voit en nous un partenaire majeur dans son travail pour l'identité juive. J'ai dit que pendant de nombreuses années, l'éducation juive avait été ignorée en Israël, mais il faut mentionner que depuis 7-8 ans, le ministère de l'Éducation fait un gros effort pour donner une présence significative aux études juives dans le cadre de l'école laïque. Mais entre la volonté du ministère de l'Éducation et ce qui se passe dans les écoles, il y a encore une grande distance. Oui, parce qu'il faut comprendre le parcours de ces directeurs d'école qui sont dans un système complètement laïque. Parfois, ils sont eux aussi complètement déconnectés. Complètement déconnectés. Ça fait déjà 15 ans que j'enseigne des directeurs d'école et des profs d'école, et c'est ahurissant de voir comment le système éducatif israélien a fait grandir ce qu'une fois Zalman Aran, qui était le 3e ministre de l'Éducation d'Israël, a dit. Nous avons fait grandir ici des goïms d'Ovré Ivri, des goïms hébraïsants. Et c'est dur, on a du mal à comprendre à quel point ce système éducatif... Ça veut dire quoi? Donnez-nous un exemple, parce que si on a besoin d'un peu de concret. Les directeurs d'école que vous formez, ils ont quoi? Ils ont aucun background, ils ne connaissent rien vraiment? Par exemple, certains d'entre eux ignoraient qu'il y avait un livre qui s'appelle le Sidour. Certains d'entre eux ignoraient que d'après la loi juive, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Des choses. Et je parle de gens qui arrivent dans des institutions académiques, des gens qui ont parfois une licence ou une maîtrise. Le Shabbat, bien évidemment. Ça veut dire une ignorance totale. Des gens qui ont grandi dans des familles complètement assimilées et qui sont passés par le système éducatif israélien et qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un contact éducatif quelconque avec les traditions juives, avec l'histoire juive, avec la pensée juive. Alors, ça doit être intéressant de leur voir découvrir ce monde, même s'ils n'y adhèrent pas, mais est-ce qu'ils s'en servent comme matériel extraordinaire pour transmettre, tout simplement, à tous les niveaux? Alors, est-ce qu'ils sont très réfractaires? Non. Alors, d'abord, les gens qui sont prêts à se libérer pour passer un jour par semaine et venir étudier sont des gens volontaires. C'est des directeurs d'école qui consacrent une journée par semaine. Ils arrivent à la fin de leur jour de travail, ils arrivent à 14h chez nous, ils restent jusqu'à 8h du soir. Et donc, ils ont beaucoup de bonne volonté. Et en fait, ils sont furieux contre leurs parents et contre le système qui leur a fait ignorer ces choses-là pendant tant d'années. Et bon, c'est en fait très émouvant de voir ce que nous arrivons à faire avec ces personnes-là, parce qu'ils découvrent leur monde juif. Et bon, alors, je pense qu'à mon niveau, cette découverte personnelle des directeurs d'école ou des coordinateurs d'éducation juive, c'est déjà une chose en soi qui change complètement leur approche, leur motivation, leur propre identité, la façon dont ils se redéfinissent comme juifs. C'est déjà une chose en soi qui est extrêmement importante. Au-delà de cela, ces gens-là, lorsqu'ils reviennent dans leur école, commencent à réfléchir. Comment est-ce que je vais transmettre ce que je suis en train de vivre à mes élèves, à mes profs, etc. Alors justement, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier par rapport à ces formations, ces contacts que vous avez avec des gens qui sont très éloignés de leur source? Eh ben, je crois que, vous savez, l'éducateur est un coureur de marathon. Hein. On n'est pas des sprinters, ça veut dire le résultat n'est pas immédiat.
il faut avoir de la patience. Il faut savoir semer et comprendre que le fruit de notre travail vient après plusieurs années, de nombreuses années. Et je pense que je sens très profondément que notre travail, au niveau du leadership éducatif d'Israël, est un éventail qui se développe. Et je crois que nous arrivons à réconcilier ces éducateurs avec leur patrimoine. Ils étaient très, très en colère. Vous savez, la religion éveille énormément d'émotions en Israël, et énormément d'antagonisme auprès du public non religieux. Et je pense que nous arrivons à ouvrir leur regard à un autre judaïsme. C'est le judaïsme, mais la façon dont nous le présentons les réconcilie avec le judaïsme. Et je pense que cette réconciliation, à long terme, à moyen terme, portera ses fruits. Et je pense que de plus en plus d'enfants israéliens, pendant leur parcours scolaire, rencontreront notre tradition, sa beauté, et sauront aussi avoir un regard critique sur elle lorsque cela est nécessaire. Alors, juste pour finir, parce que vous êtes chez Kalita, donc nous parlons beaucoup d'Alia, d'intégration. Parfois, les parents francophones qui débarquent en Israël sont aussi un peu désarçonnés par cette classification, on va dire, du monde éducatif. Et alors, ils sont parfois Shomrim Shabbat, ils gardent le Shabbat, mais quand ils arrivent dans des écoles religieuses, ils sont un peu largués parce que c'est too much pour eux. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Quand ils arrivent chez les laïcs, ils sont complètement perdus parce que alors là, pour le coup, exactement comme les fondateurs de Tali. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, vous en rencontrez ? Oui. Non, pas tellement, parce qu'en fait, les francophones ne sont pas tellement conscients de l'existence des écoles Tali. Je peux vous dire qu'il y a... Mais vous pensez que ça peut leur correspondre ? Oui, je pense... Vous savez, les écoles Tali, comme je vous l'ai dit, elles sont très communautaires. C'est-à-dire, nous laissons la communauté déterminer le niveau de religiosité dans l'école. Mais nous avons, sur les 110 établissements scolaires que nous avons... dans les écoles élémentaires, nous avons une dizaine d'écoles avec pas mal de familles francophones. Par exemple, à Ra'anana, à Hod HaSharon, dans certaines écoles de Jérusalem, où il y a une certaine religiosité qui correspond tout à fait au profil du juif de France. Vous parlez des écoles comme Keshet, par exemple ? Alors, Keshet, c'est déjà encore un peu particulier. C'est un particulier. Là-bas, c'est éducation commune entre familles non religieuses et religieuses. Vous, c'est encore différent. C'est différent. Nous parlons de gens qui vont étudier tout leur parcours scolaire et éducatif sera commun, mais par exemple, dans un tiers des écoles Tali, il y a une prière quotidienne. Il y a une étude des textes juifs traditionnels. Il y a une étude approfondie de la prière. Il y a des cérémonies religieuses. Donc je pense que Tali peut être une option pour les parents, mais ils doivent vérifier comment s'exprime Tali dans chaque école. C'est ça, donc il n'y a pas de système, on va dire, établi pour toutes ces écoles. Voilà. C'est un peu dans une mouvance générale, du cas par cas. Voilà, je peux vous dire que aux États-Unis, nous sommes beaucoup plus connus, et lorsque des familles américaines font leur alliance en Israël, ils téléphonent, ils vérifient exactement, avant de choisir leur lieu d'habitation, où habiter. Et ils nous téléphonent et vérifient, est-ce qu'il y a une école Tali près de... Alors il faut faire attention parce que vous savez, parfois pour les francophones, lorsqu'on dit judaïsme américain, on a un peu peur voilà, ça parle pas toujours très clairement aux gens. Donc il faut communiquer, on va dire, il faut expliquer parce que voilà. Oui, vous savez, Israël, un de ses idéaux, c'est recruter, rapporter, rapprocher les galouillotes, kibbutz galouillotes. Exact. Alors, ce sont de bons juifs. Mais bien sûr. Et le juif français aussi a une certaine image. Et ben oui, ils se retrouvent ensemble, mais ils ont les mêmes besoins. Ça veut dire que ces gens-là arrivent, se sentent mal à l'aise dans un système éducatif complètement laïque, se sentent mal à l'aise dans un système éducatif trop religieux, et ils se retrouvent ensemble dans un cadre éducatif où ensemble ils vont essayer d'établir en fait le niveau de religiosité et les formes de religiosité. C'est très beau. C'est en fait une communauté ouverte, éducative, où les parents peuvent être très profondément impliqués dans le designing de l'école. Oui. Bon, en tout cas, nous, on était ravis de vous avoir accueilli, Dr Ethan Chikli, parce que Talib, on n'en a pas beaucoup parlé sur l'antenne, et puis donner encore une autre façon de s'intégrer à notre public, eh bien, c'est toujours formidable. Donc, on peut avoir des renseignements sur Tali sur Facebook, j'imagine ? Sur Facebook, sur notre site internet, Tali
org.il ou sur Facebook. Et vous pouvez nous contacter directement. Nous avons pas mal de francophones dans notre organisation. On peut même s'adresser à eux en français. Vous pouvez demander à parler à quelqu'un francophone et on se fera un plaisir de vous aider. Ok, merci beaucoup d'être venu. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.